Bienvenue sur le podcast Le Fauteuil Rose. Aujourd'hui, on accueille Julie, qui est autrice indépendante depuis 4 ans. Elle a écrit plusieurs styles. Elle va nous en parler pourquoi d'ailleurs, pourquoi plusieurs styles. Julie a même la création d'un film à la suite d'un de ses romans. Julie, bonjour et bienvenue à toi. Bonjour et merci. Merci à toi d'être là. Donc Julie, j'ai fait ta petite présentation et nous, on aimerait savoir du coup qui tu es. Présente-toi à nous. Ok. Alors moi je suis Julie, j'ai 36 ans, j'habite dans le sud de la France, ça s'entendra à mon Ça accent s'entend du très coup. bien à ta voix. Ça fait depuis 4 ans que je suis officiellement autrice indépendante, hein, mais ça fait très longtemps que j'écris, depuis ma majorité, 18-20 ans à peu près. Voilà. Et j'ai des histoires qui se sont jamais terminées jusqu'à un moment donné où mon premier, j'ai mis des années à l'écrire, mais je l'ai fini. Et à partir de là, en fait, je me suis dit, je m'auto-édite parce que c'était pour moi un souhait quand même de assez ancré, mais assez caché aussi. Et donc du coup, j'ai auto-édité mon premier roman et de là, c'est parti. Ça m'a donné du courage pour la suite, hein, et une continuation aussi pour écrire d'autres romans derrière. Alors, Voilà. pourquoi tu dis déjà, tout d'abord, merci pour cette présentation, pourquoi tu dis que tu es autrice indépendante depuis 4 ans? Avant, c'était pas le cas? Je considère qu'on devient auteur indépendant à partir du moment où ce que l'on a écrit est lu. Ou du moins que le livre, on va dire, est formé et publié. Voilà. Je pars du principe qu'on est auteur quand le roman est publié. Alors ça peut être à grande ou petite échelle, hein. Moi, ça a été à petite échelle aussi pour commencer. Ça a été les proches, la famille au début. Et après, ça a été sur, voilà, un petit peu plus sur un mode public parce que je publie sur Amazon principalement. Mais du coup, pour moi, c'était la publication est égale. On est avant tout auteur de ce que l'on écrit dans tous les cas personnellement. Mais après, on est auteur indépendant à partir du moment en fait où on est lu derrière. Voilà. Et tu as très bien tout raccourci, c'est parfait. Et pourquoi l'auto-édition et pas à vouloir absolument être publié par une maison d'édition? C'est un choix. Enfin, mes premiers livres, en tout cas, les 3 premiers que j'ai écrits et que j'ai publiés, ça a été vraiment un choix de l'auto-édition directe. En fait, il faut savoir que avant d'être autrice, depuis 2016-2017, j'étais très très bonne lectrice. Je lisais un peu de tout, thriller, fantasy, romance et tout ça. Et j'ai commencé, j'étais sur Twitter avant, en fait, et je me faisais connaître dessus en tant que chroniqueuse littéraire. J'avais un petit blog où en fait je mettais toutes mes chroniques littéraires de livres au début assez connus, voilà, dans l'ensemble. Et après je me suis dit, mais des auteurs auto-indépendants, en fait, enfin, auto-édités, que j'ai commencé à lire et c'était vraiment de vraies pépites. J'ai même des noms en tête comme Paul Clément, qui était un des premiers que j'ai lu, Sophia Loren aussi, et qui sortent un petit peu de ce lot, en fait, de cette charge de lecture, enfin, de livres, de romans enfin, qui sont cachés, on va dire, devant ceux qui sont assez connus. Et j'ai fait un focus sur des auto-édités à partir de là, et j'ai chroniqué des auteurs auto-édités de plus en plus. Ce blog aujourd'hui est fermé parce qu'à partir du moment où je suis devenue autrice, je me suis vraiment fixée que ça comme projet et j'ai voulu m'occuper uniquement de moi, de mes livres, d'écrire, de m'organiser, de publier, tout ça. Et du coup, l'auto-édition, en fait, je connaissais un petit peu avant vraiment de me lancer dans l'auto-édition. Et c'est pour ça que je me suis dit, on est libre, on est indépendant, donc je pars sur ça. Comme ça, au moins, on est libre. Voilà, c'est totalement la liberté, l'auto-édition. Et c'est un choix, en fait, mûrement réfléchi. Parce que au moins, même si on est quand même lu par des bêta-lecteurs et tout ça, qu'on est quand même, on réécrit quand même notre premier jet, qu'on fait quand même super attention et que c'est corrigé, il y a quand même des pépites, hein, je trouve, hein. Il y a quand même une qualité derrière, hein, voilà, qu'il faut pas minimiser. Et j'ai voulu à tout prix, en fait, passer par ça pour être totalement libre d'écrire ce que je veux, sans que derrière, il y ait une équipe éditoriale qui me dise, non, mais là, il faut que voilà, il faut que suive le buzz, il faut que tu changes ça, chaque paragraphe et tout ça. Donc voilà, j'avais pas envie de faire ça. Donc je suis restée seule avec mes écrits et voilà. J'aime beaucoup ce que tu dis par rapport à mon podcast. À l'époque, du coup, toi, tu faisais finalement des retours sur des livres autopubliés, donc tu mettais des auteurs de l'ombre en lumière, et Oui, inconsciemment, c'est ce que je fais aussi aujourd'hui. Et puis, tu vois, on se retrouve oui, toutes les deux là, donc je trouve ça fort, et c'est comme quoi, des fois, bah, on est fait pour se rencontrer, tu vois, des fois, ça match, et je trouve ça c'est super clair. intéressant. Après, Oui, je te oui. rejoins aussi sur l'auto-édition. Je trouve que c'est quelque chose de très intéressant, qui est peut-être encore mal vu par certaines personnes, mais Mhm. malheureusement, c'est des personnes qui n'écrivent pas et qui savent pas ce que c'est l'édition.
Donc Oui. c'est très compliqué. Maintenant, est-ce Mhm. que tu pourrais nous expliquer comment ça se passe pour s'auto-publier? Parce que ça doit pas être facile non plus quand même. Pas facile. Au début, on est complètement perdu. Ah, Quand j'ai voulu auto-publier mon premier roman, donc L'Épervier, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que directement, je suis allée, pour en parler avant qu'il soit publié, il y a toute la chaîne, en fait, toute une chaîne à respecter, en quelque sorte. Voilà, dans différents sens, mais il y a une chaîne à respecter. Par exemple, au 1er jet, on sait que c'est pas qualitatif, qu'il y a plein de choses à revoir. On fait quand même relire ce 1er jet pour voir si quand même on est dans une cohérence où, c'est bon jusque-là. Donc il y a plusieurs réécritures, il y a plusieurs bêta-lectures de personnes qui vont relire. Ça peut être la famille, mais ça peut être aussi des amis, des professionnels qui s'y connaissent très bien en lecture, en fait, sur la thématique qu'on a écrit. Et après, il y a un processus de la mise en page, faire les couvertures, tout en parlant du bouquin, en le faisant, en communiquant, en essayant de promouvoir un petit peu tout ça, jusqu'à la fameuse sortie où voilà. Mais tout ça, c'est un challenge. Ça prend du temps. C'est énergivore aussi. Je me suis rendu compte. Donc chaque livre, en fait, on dépense une énergie folle, plus des fois à faire de la promotion de la communication pour qu'il soit visible, que même l'écriture. Il faut quand même que l'écriture reste un plaisir et une passion. Mais c'est vrai que le reste maintenant, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et tout ça, ça compte beaucoup. Et c'est comme ça que nous, auto-édités, encore aujourd'hui, on est obligé de passer par la partie réseau pour être lu. Parce on n'a pas de grosses maisons d'édition qui vont mettre notre livre à la Fnac, à Cultura, partout. Donc voilà. Nous, on fait des dépôts-ventes à des librairies parce qu'il y a des grandes enseignes qui ne nous acceptent pas encore. C'est encore mal vu. Donc voilà. Mais il y a toute une chaîne à respecter et c'est vrai que il y en a qui veulent pas passer par l'auto-édition, justement parce que ça peut être compliqué et ça peut faire peur. L'auto-édition peut faire peur au départ. Donc c'est pour ça que moi, ce qui m'a aidé, c'est je suis arrivée sur une communauté Instagram au début pour le premier. Et ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai rencontré des personnes qui étaient comme moi sur un premier roman comme moi. On a beaucoup parlé ensemble. En fait, on s'est aiguillés tous ensemble. J'ai trouvé des correcteurs en ligne qui ont pu m'aider, des bêta-lecteurs en ligne qui ont pu m'aider. Alors que dans ma vie, moi, tous les jours, dans ma famille, ça lit pas trop, forcément. À part ma mère qui a lu tous mes livres, le premier jet, avec toutes les fautes qu'il y avait dessus. Voilà. Et ma belle-sœur. Mais ça m'a permis d'avoir le courage, en fait, de pouvoir publier derrière. Je pense que sans ça, j'aurais mis beaucoup plus de temps pour publier mon premier roman. Et après, une fois qu'on l'a publié une fois et qu'on sait par où on peut passer, par où il faut passer, normalement, ça roule tout seul. bon, en tout cas, merci de nous avoir expliqué tout ça. Alors, honnêtement, ceux qui sont pas adeptes de l'auto-édition, je comprends que ça peut décourager parce que je pense que c'est fait exprès aussi, hein, dans tous les cas. C'est pour inciter les gens à aller en maison d'édition. Ah, mais c'est une Mais édition, je tout à trouve fait. par contre dommage que encore certaines librairies, malheureusement, refusent les Mm. auto-édités parce que, il y en a plein qui se sont fait connaître en auto-édition Oui, et énormément de talent. Il y a même des personnes très connues qui sont passées par des maisons à compte d'auteurs. Donc, oui. je trouve qu'en fait, le talent de la personne, de l'auteur, de l'autrice, ne se résume pas à son format de publication. C'est exactement ça, en fait. Parce on est vraiment, en fait, lorsqu'on se présente avec un livre, forcément, on va le regarder d'un œil comme ça, pour savoir vraiment d'où on vient et aussi la spécificité et aussi, les librairies veulent savoir aussi comment on est auto-édité. Mhm. Quand on parle de Amazon, par exemple, parce que principalement, on est une majorité d'entre nous à passer sur Amazon, vu que c'est mal vu, Amazon, il y a des librairies qui n'acceptent pas des auto-édités, auto-édités par Amazon. Par À contre, cause de BOD et ça. tout ça, ils peuvent, oui, voilà, à cause de Amazon. Et je ne sais pas forcément pourquoi, mais je pense qu'il y a le fait que bon, ça peut être mal vu, C'est de la voilà. concurrence. C'est pour ça qu'ils n'acceptent pas. Et c'est une Je pense aussi qu'il y a concurrence. une sorte de concurrence. C'est Ouais, tout ça. à Parce fait. que je pense qu'Amazon Voilà. doit peut-être tirer plus les prix. Alors après, au niveau tarif, ça, j'en sais rien non plus. Mais je pense que c'est parce que bah, ça reste Amazon. Amazon, c'est un grand Oui. leader. Et du coup, ça leur Mhm. enlève, bah, entre guillemets, des parts de marché. Et comme Tout à en fait. auto-édité, principalement, eh ben, on passe par Amazon automatiquement. Mais c'est dommage parce qu'on ne demande pas que Vraiment les dommage. librairies en achètent des centaines, mais juste deux, trois dans l'étagère, finalement. C'est ça, juste ça, ça pourrait nous aider, surtout quand on est des auteurs, dans la ville même où on fait du dépôt-vente. C'est ça. Je trouve que ça met quand même en valeur aussi au niveau fait, des auteurs locaux. Donc ça pourrait vraiment en fait faire plaisir en tout cas à des lecteurs locaux aussi.
Donc, Bien sûr, et c'est puis dommage. finalement, Voilà. après, ça pourrait aussi créer de l'engouement, parce que toi, tu t'es auto-publié, mais autant si la librairie met tes livres en valeur, du coup, ça va peut-être attirer des nouveaux lecteurs, donc une Tout à nouvelle fait. clientèle à la librairie, et Oui. peut-être après, tu peux aussi te faire repérer, et peut-être une grande maison d'édition. Enfin, tu sais, ça peut être aussi l'effet boule de neige, Tout finalement. à fait. Oui, oui, Donc, oui. Ouais, ouais. je pense que des fois, il y a certaines personnes qui se ferment les portes, et Ah, malheureusement, bah, c'est et compliqué. oui. Et Mm, c'est eux qui ont les librairies. Donc, c'est vrai que des fois, il faut savoir jongler. tout à fait. Donc, bah, écoute, en tout cas, merci d'avoir partagé ça sur l'auto-édition. C'était important, je trouve, de clarifier ça. Maintenant, j'aimerais que tu nous parles pourquoi trois styles différents d'écriture. Je pense qu'au début, je me cherchais un peu. Alors, le premier, c'est un roman à suspense, parce que j'aime beaucoup lire le thriller, sauf que bien sûr, dans le roman à suspense, il y a une romance, forcément. Et c'est la base, en fait, vraiment du côté entre roman et le suspense, vraiment thriller, que j'aime bien, on va dire, jongler entre les deux et les faire mettre aussi ensemble pour en découler un petit scénario, une ligne directrice sur l'histoire, quoi. Voilà. Et après le premier, en fait, je me suis rendu compte que oui, la romance, ça prend beaucoup, beaucoup de place dans ma vie. Je suis très romantique de base. J'aime beaucoup les romances à la télé, donc voilà. Et là, ces dernières années, j'ai lu que de la romance pratiquement, et j'aime beaucoup en écrire. J'aime beaucoup parler de sentiments. J'aime beaucoup aussi les mettre un peu en difficulté, les personnages entre eux, créer de la tension, avec une atmosphère ou un contexte qui peut être compliqué ou pas. Donc voilà, je me suis fait plaisir pour le premier. Le second, c'est avec À la hauteur, c'est une romance feel good. Donc là, je me suis laissée aller, on va dire, dans un peu la liberté de raconter une romance assez tranquille, une romance d'été. Voilà. Mais avec une protagoniste quand même qui a ses particularités parce voilà, elle trouve qu'elle a un handicap par rapport à sa taille parce qu'elle est très petite et elle va se focaliser dessus en fait pour en faire une faiblesse alors que pas du tout. Et il y a un homme bien sûr qui va arriver à ce moment-là et qui, grâce aussi à lui et à ses amis, à cette fille, voilà, elle va essayer de s'en sortir un petit peu et de prendre son courage à deux mains et d'essayer de se voir autrement. Voilà. Feel good. Et après, le troisième, c'est une duologie. Le premier tome est sorti, le second il sortira au milieu de l'année 2026. Et là, c'est une romance sombre. Donc, on a repris un peu le suspense que j'avais fait au début, un peu thriller. Mais là, on est vraiment dans un contexte un peu criminel. Voilà, où Tu peux j'ai nous donner voulu, le là, titre les du anges de dernier? la mort. Les Les anges. anges de la mort pour le ouais, ouais, ouais. Les anges de la mort, le tome 1, tome 2 qui sort bientôt. Là, j'ai voulu j'aime bien les contextes sombres aussi parce que je trouve que j'aime bien partir d'un contexte très compliqué où il y a un petit peu de désespoir dans tous les camps et arriver en fait à travailler sur la psychologie des personnages pour les faire évoluer dans ce milieu-là et en ressortir quelque chose avec une sorte d'amour ou d'espoir à la fin. Voilà. Et c'est ce que je fais depuis Les Anges de la Mort. Je me suis un peu plus focalisée sur les côtés sombres en contexte d'histoire, avec toujours une romance dedans, en fait, qui va faire en sorte que ça va les mettre un peu en difficulté. Et vu que j'adore vraiment les voir évoluer dans cette atmosphère-là, avec voilà, où on crée vraiment beaucoup de tension et surtout une grosse psychologie dans les persos, je me suis un peu plus focalisée là-dedans. Donc les prochains romans après Les Anges de la Mort sont plus de l'ordre aussi d'un côté sombre, ambiance sombre, avec une romance toujours au milieu. J'adore Voilà. parce qu'en fait, quand je t'écoute parler, et ceux qui nous écoutent aussi doivent le ressentir, tellement de passion en toi, en fait, ressort, c'est impressionnant. J'adore. Enfin, j'aime bien parce que je trouve que j'ai assez ce que j'aime bien, c'est que j'ai assez d'imagination. Du coup, quand j'en parle, je me dis, ouais, j'ai écrit ça, il faut que je Mais continue c'est déjà à ça, mais l'écrire. c'est passionnant, en Ça fait, serait de bien. t'écouter. En fait, Oui. je pourrais m'asseoir, tu vois, et tu pourrais terminer, toi, l'épisode de podcast, j'adore. Ah, bien. Ah, c'est cool. Non, mais c'est vrai, après, quand on est. Enfin, après, j'ai un métier à côté. Je suis pas autrice autodidacte à temps plein. Je suis à temps complet, je travaille dans la communication. Ah, dis-nous en Mais plus. oui, dans la communication du coup en plus. Mais l'auto-édition, du coup, c'est une passion que je veux transformer en passion métier. D'accord. Du coup, la Voilà. communication, c'est peut-être un peu plus facile pour toi si tu travailles dans la communication. Un petit peu plus, oui, parce que je connais un petit peu les stratégies en termes de com, même si ça évolue tout le temps et là j'ai pas suivi. Mais en termes de réseaux sociaux, tout ça, même en termes de com au niveau local, je sais par où passer, où je peux déposer mes livres et tout ça. Donc en plus j'ai déjà testé, donc ça a fonctionné et je continue.
Voilà. C'est bien, c'est bien. Mais du coup, tu es à temps plein avec ton travail, tu es salarié du coup, hein. Je suis salariée, ouais, Et ouais, tu es à ouais. temps plein. Oui. Waouh. Et en plus de ça, auto-édité. Et auto-édité. Voilà, c'est que je travaille jusqu'au vendredi midi, je travaille pas le vendredi après-midi. Donc je vole du temps le matin ou le soir, je vole du temps en week-end ou pendant les vacances, parce que j'arrive pas à écrire la nuit, j'ai mon cerveau, il se noie, donc Mhm. ce que j'écris, c'est nul. Voilà, ça je le sais, Au ça moins, c'est c'est clair. c'est clair. Je suis obligée de tout reprendre le lendemain, donc c'est même pas la peine que j'écrive la nuit, c'est pas possible. Mais je suis obligée comme je disais, je suis obligée de voler du temps. Voilà. Oui, ouais, ouais. Oui, mais après, je pense que quand on fait quelque chose qui nous passionne, finalement, ça va de source et ça glisse tout seul aussi. Et on arrive à trouver du temps pour ça. Oui, et il faut aussi que les proches ou la famille soient OK aussi avec ça, parce que ça peut prendre du temps aussi, d'être focus pendant quelques heures sur, l'écriture de quelques chapitres. Il y a aussi la famille aussi qui est un soutien, de nous laisser du temps à écrire aussi. C'est Ça, c'est important. important. Voilà. Oui. Tu es mariée? C'est Ah, pas, oui, oui, oui. Et tu as des enfants? un enfant, un petit Un bout de enfant. 5 ans. Petit bout de 5 ans, c'est ça. Et oui, Oui, donc du coup, c'est pas facile finalement, parce que du coup, il faut que tu arrives à jongler entre ton métier salarié, ton enfant, ouais. ton mari, enfin, Oui, trouver du temps. Donc c'est vrai que, ouais, ouais. bravo, hein. On va tous t'applaudir, Oui, sincèrement, bah bravo. des fois, l'équilibre, il y a eu des difficultés, hein. Des fois, l'équilibre, n'y est pas. Il faut un petit peu se remettre en question. Il faut réévaluer un petit peu ce qui est pour ou contre. Et après, bon, se laisser quand même le temps aussi pour, parce qu'après, c'est une passion qu'on veut transformer en métier. Donc, il faut quand même aussi se donner les moyens. Donc voilà. Mais après, quand on a une partie de la famille qui est assez compréhensive sur ça, après, ça roule. Voilà. Oui, mais je pense que dans tous les cas, même si le point de départ, la famille n'est pas compréhensible, je pense qu'au bout d'un moment, il faut leur faire accepter aussi, parce que c'est ta Oui, passion et comme tu dis, tu vas en faire un métier. Donc, c'est ça. je pense qu'il Tout faut à aussi fait. savoir se réaliser et penser à soi. Tout à fait. Je suis d'accord avec ça. En plus, tu Complètement. as un enfant voilà, de 5 ans, donc le fait, même si tu es peut-être pas souvent à la maison ou pas, mais le fait de te voir faire un métier qui te passionne, en fait, c'est la plus belle chose qu'un enfant peut voir pour sa mère, pour ses parents, en Oui. soi, papa ou Oui. maman, hein. C'est ce que je veux d'ailleurs lui montrer. Il le verra plus tard parce que là, il Bien sûr. comprend pas forcément. Là, il comprend, c'est le livre à maman. Donc voilà. Mignon, ça, Donc je pense que c'est une de oui, tes plus belles fiertés, ça d'ailleurs. c'est génial. C'est vraiment génial. Quand il me l'a dit pour la première fois, j'étais trop contente. Ah bah Mais oui. voilà. Et j'essaye de le porter vers les livres aussi, vers de la créativité, tout ça. Donc voilà. Il comprendra plus tard pourquoi je suis Oui. souvent sur l'ordinateur. Il me dit, maman, tu travailles? Je fais oui. Et oui, c'est ça. Mais Oui, je écoute, moi, travaille je un suis dans peu. les livres aussi, mais mon fils, il a 11 ans, mais non, c'est la play, hein. Il n'y a rien à faire, hein. Oui, ouais. Il aura des phrases. Ça ira mieux plus tard. Ouais, on verra. On espère. C'est ça. J'aimerais remonter un petit peu, si tu nous le permets. J'ai été un petit peu sur ton compte Instagram et j'ai vu que tu avais eu un petit problème de santé, donc il y a 10 Oui. ans maintenant, il me semble. Si tu peux nous en parler, et est-ce que ce problème de santé que tu as eu, que tu vas nous parler, est-ce qu'il a eu aussi quelque chose de révélateur dans le fait d'écrire, de poser des choses ou pas? Et alors oui, oui, alors j'ai un handicap, c'est quand même un handicap. En fait, j'avais, donc depuis toute petite, j'ai eu des soucis de dos, qui se sont aggravés avec le temps et je suis passée par, tout, la natation, le kiné, l'ostéopathe, les corsets, tout ça, tout ça. Sauf Une qu'au bout d'un scoliose. moment, en fait comment? C'était une scoliose. Une double scoliose. Double scoliose. C'était le S de Superman. Ah ouais. Ah. Oui. Oui, j'avais les omoplates qui étaient comme ça lorsque je me baissais, c'était vraiment, tout se déplaçait, les côtes et tout se déplaçait et on m'a clairement dit: «Si vous voulez un enfant plus tard, il faut agir maintenant». Donc ou je passais une vie normale, mais avec un dos complètement, défoncé, soit c'était, l'opération, par contre j'allais un peu en chier mais je pourrais avoir des enfants plus tard. Donc j'ai choisi l'opération, forcément. Bon, à 24 ans, enfin à 23-24 ans, j'étais pas dans l'axe d'être maman ni quoi que ce soit, mais voilà, faut être lucide à un moment donné et se dire les choses, quoi, et même pour la santé. Donc du coup, je suis passée par l'opération, ça a été compliqué, mais la rémission, tout ça, ça a été parce que j'avais quand même un dos musclé, parce que je faisais beaucoup de danse à l'époque, hein, donc ça m'a beaucoup sauvée, la danse aussi et après l'opération, je sais pas, ouais, alors petit déclic, j'avoue que j'ai plus écrit. J'ai plus eu cette liberté d'écrire, on va dire et de faire fonctionner mes idées. Donc là, il y a deux trois histoires, en fait, que j'écris. Bon, j'ai jamais terminé forcément, hein, parce que voilà.
Mais ça a été un petit déclic pour me dire: «Oh oui, c'est clair que j'avais la passion qui était la danse au départ quand j'étais jeune et ça a axé à partir de 24-25 ans, ouais, 24-25 ans à peu près, ça a axé un petit peu plus sur l'écriture. D'ailleurs maintenant je ne danse plus, je ne fais qu'écrire. Voilà, j'ai arrêté. Mais ce qu'il y a, c'est que les problèmes de dos, là où on les ressent le plus, c'est forcément quand on est assis et quand on écrit, on est assis et c'est la position la plus mauvaise pour le dos. Donc je fais des exos, j'ai demandé, avec un dossier MDPH aussi au travail d'avoir, ce qu'il fallait en termes de voilà, d'avoir un poste, on va dire, suffisant pour que je puisse, moi, travailler dans de très bonnes conditions. Ça peut passer par le siège, par un repose-pied, plein de trucs comme ça aussi, pour le poignet, pour le bras, tout ça. Voilà. Et après, ça dépend des périodes, mais je peux avoir mal au dos. Il y a des fois, le ménage, je n'arrive pas à le faire parce que je suis fatiguée, je dois m'allonger. Et je dois toujours muscler mon dos. Donc, des fois, je suis assise à 8 heures dans la journée, ça va pas du tout. Le soir, je suis fatiguée. On rajoute à ça l'écriture, forcément. Mais Voilà. c'est impressionnant ce parcours parce que c'est peut-être deux choses différentes, la double scoliose et l'écriture, mais moi, ce que je retrouve en fait chez toi, c'est une réelle passion et surtout que tu continues en fait. Tu as pas baissé les bras parce que une double scoliose, quand même, c'est pas facile. Tu as donné la vie aussi et tu t'es, en fait, t'as pris les bonnes décisions qui t'appartenaient en fait, qui étaient bonnes pour toi. Donc, honnêtement, tu peux vraiment être fier de toi. Et je pense que les personnes qui nous écoutent peuvent juste en fait admirer ce parcours que tu as construit. Rappelle-nous quel âge tu as, tu nous l'as dit en début, je ne me rappelle plus. 6 ans. 36 ans, t'imagines? Oui. Enfin, tu as un joli vécu, hein? J'allais tout Oui, oui, oui. répéter, ça sert à Oui. rien, mais je trouve que quand même, c'est beau. Et aujourd'hui, pour reparler de ta double scoliose, tu es en totale rémission, à part, bien entendu, les douleurs, le dossier que tu veux créer. Et les douleurs, j'en aurai toute ma vie. Ouais, oui. Ce que j'ai fait au dos, c'est que, pour mieux expliquer, j'ai fait une arthrodèse dorsale. Ça veut dire que j'ai une barre en titane qui est vissée sur mes vertèbres, sur ma colonne vertébrale. Mais j'ai Voilà. entendu dire que cette chirurgie était quand même risquée, hein. Risqué parce que il suffit qu'il touche un nerf ou quelque chose dans la moelle épinière, on y passe. Et t'as pas eu peur. On est handicapé au niveau des jambes, enfin, le corps et tout ça. Et t'as pas eu C'est peur. l'opération qui a duré quelques heures. Non, ça s'est très bien passé. Vraiment, c'est très Mais bien passé. avant l'opération, que tu connaissais les risques, tu t'es pas dit. Oui, Ouais, ben oui. J'ai eu p Ah mais clairement, j'allais à l'abattoir. J'ai ah eu oui. très peur de mourir. Je me souviens, la veille, c'était l'anniversaire, je l'ai fait en plein été, c'était l'anniversaire de mon frère. J'avais dansé comme une folle. Et je suis rentrée chez moi au volant de ma voiture et j'ai pleuré jusqu'à arriver chez moi parce que le lendemain, je devais rentrer à l'hôpital pour me préparer pour le lendemain pour me faire opérer. Et ça a été vraiment 24 heures ou 48 heures vraiment très malaisant et horrible pour moi parce que là, je me suis dit, tu rentres à l'hôpital et s'il faut, à ce moment-là, je fais confiance en fait. Les yeux fermés, je peux pas faire autrement. Voilà. Après, c'était un professeur, un chirurgien qui me suivait quand même depuis des années, depuis l'âge de 13 ans. Voilà, donc j'avais pleinement confiance en lui, mais c'est vrai que, il peut y avoir des dégâts irréversibles, même au niveau du cerveau et tout ça, système nerveux, tout ça, donc ils font beaucoup de tests avant. Je suis passée par plein de phases de tests. Des fois, je me demandais pourquoi ils me mettent une aiguille dans le crâne et une aiguille au bout du pied. Je comprends pas. En fait, c'est pour savoir si tout le système en fait circulait bien au niveau du système nerveux et tout ça. Mais et ils l'ont fait aussi pendant l'opération pour voir si tout pendant l'opération, si tout en fait était connecté toujours pendant l'opération. Voilà. Mais ma mère a eu très peur aussi, donc elle a été là pour moi. Et puis après, franchement, une semaine horrible parce que du coup, les douleurs Eh oui. arrivent. La position la mieux pour moi, c'était la position allongée, sauf qu'il faut réapprendre à la position assise. Il faut réapprendre au cerveau aussi à se dire j'ai un truc dans le corps. Donc au début, je marchais penchée comme ça, alors que mon cerveau s'est dit voilà, parce que le cerveau doit réapprendre au corps à se réajuster. Mm. Donc au début, on est raide comme un piquet et puis au final, voilà. Donc avec le temps, oui, il faut que je continue à me muscler jusqu'à la fin de ma vie parce que c'est quelque chose que j'aurai dans le dos toute ma vie. Donc c'est un handicap qui restera jusqu'à la fin, mais il faut que je me muscle énormément, que je fasse des étirements de temps en temps, que je sois suivie par un kiné-ostéo et par mon chirurgien qui me voit tous les 3 ans. Voilà. Et malgré ça, même si j'ai mal au dos, des fois, j'écris quand je suis allongée. Je suis sur mon lit avec mes oreillers et j'écris en étant allongée. Parce que je sais que j'aurai mal si je continue à écrire assise.
mettez des petits tips comme ça au fur et à mesure dans le quotidien qui doit rentrer en compte, quoi. Bien sûr, tu m'as donné quand même beaucoup de frissons pendant cet échange avec ton passage avec la chirurgie. Et encore une fois, je sais que je l'ai beaucoup dit dans cet épisode, mais moi, je peux juste te dire encore une fois bravo. Je peux te souhaiter et honnêtement tout le succès que tu mérites. Et d'ailleurs, comment on peut Merci retrouver beaucoup. donc tes livres? Donc, ils sont sur Amazon, Ils sont sur principalement donc Amazon. que sur Amazon. Oui, tout à Ok. fait. Après, j'en ai un stock chez moi, il faut passer par moi pour en avoir, si jamais. Avec dédicace et tout. Voilà, donc on leur mettra le lien de Sur ton mes réseaux, Instagram tout et à fait. en l'épisode de ce podcast, on mettra aussi le lien donc de tous tes livres qu'on peut retrouver sur Amazon. Est-ce que tu as envie de passer un message? Je pense que oui, vu ton caractère, vu ta dynamique, aux personnes qui ont peur de s'auto-éditer. La peur, des fois, quand elle est ancrée, elle est très très forte. En fait, il faut, parce qu'on a un problème aussi, les auteurs, on a un problème de légitimité des fois. Je t'assure, c'est Beaucoup, pas que beaucoup, les beaucoup. auteurs, hein, le syndrome de Voilà. l'imposteur, il est C'est plus vrai plus pour pour tout. beaucoup de C'est vrai personnes. pour chaque projet, en fait, c'est C'est vrai qu'on a ça. des problèmes de légitimité. En fait, il y a une petite voix dans la tête qui dit à un moment donné qu'il faut le faire. Et si vraiment c'est très très fort, il faut vraiment y aller. Et si vraiment on a peur, il faut être entouré. Alors pas forcément des gens qui ne lisent. Enfin, moi dans mon entourage, ils lisent pas beaucoup. Voilà, à part ma mère qui lisait très peu, et là maintenant elle lit un peu plus depuis qu'elle me lit. Mais après, moi j'ai cherché du soutien sur Instagram. Donc, sur les réseaux, je sais qu'en plus, il y a une bienveillance énorme autour de l'auto-édition. Allez nous chercher, voilà, allez les chercher, allez chercher le courage ou la bienveillance ou des gens qui peuvent vous aider à y voir plus clair pour essayer de vous faire avancer. Mais si vous arrivez à agir avec cette petite voix dans la tête qui vous donne un petit peu du courage, vraiment, allez-y. Déjà, écrivez pour vous. Il faut écrire pour soi. L'histoire que vous aimez, il faut l'écrire. Voilà. Et une fois que c'est écrit, premier G ou pas premier G, une fois que c'est écrit, là, on peut se poser les bonnes questions. Et si vraiment ça fait peur, voilà, il faut vraiment en fait ne pas hésiter en fait à aller chercher du soutien. On a beaucoup maintenant de groupes qui sont des écrivains ou des auto-édités ou même pas des auteurs qui sont sur Wattpad par exemple qui écrivent mais qui sont pas lus ou autres ou qui veulent être lus et être publiés mais ils sont voilà, il y a plein de groupes comme ça qu'on peut trouver sur Facebook et sur Instagram. Et nous, franchement, on est là vraiment pour donner aussi de la force et du courage pour ceux qui veulent se lancer. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter aussi à demander de l'aide et à montrer qu'on en veut. Et dans tous les cas, nous, on est là et il faut se faire confiance. Je sais que J'adore. c'est dur, je sais que c'est dur, mais il faut se faire confiance. Mais Moi, je fais confiance aujourd'hui à mes projets, aujourd'hui, depuis 2, 3 ans, parce que mon premier est sorti, mais avant, jamais. J'ai mis 4 ans pour sortir l'épervier. oui. Donc voilà, j'ai mis Oui, du mais je temps. pense que c'est un peu le processus de beaucoup de personnes. Et donc déjà, merci d'avoir donné un petit conseil aux personnes qui voulaient s'auto-éditer et qui ont peur. Mais je pense aussi que, comme tu dis, même si on poste des petits fragments de nos histoires sur des blogs ou autres, et que c'est pas lu, qu'on n'a que 3 j'aime, en fait, on le fait pour soi avant tout. Parce que si on Tout le à fait fait, pour un exactement. succès, je pense qu'on part déjà pas du bon pied finalement, parce que Oui, un auteur qui devient riche, c'est rare. Un auteur qui devient connu, step by step, ok. Mais je pense qu'il faut pas exactement. tout mélanger. Donc, tu l'as très bien résumé en tout cas. Merci. Ben, Voilà, il faut pas faire il y en a qui font aussi beaucoup attention au nombre d'abonnés, au nombre de ventes qu'on fait. Moi, il y a des ventes, franchement, je regarde même pas, je suis dans le déni. Mais il y a des mois où je vends rien du tout. Mais il faut essayer, en fait, de passer c'est très difficile parce que du coup, on a besoin d'une validation. La validation, pour nous, en tant qu'autorité, c'est pas la maison d'édition qui vont nous la donner. C'est vraiment les lecteurs qui vont nous lire, en fait, au final. Et on cherche ces lecteurs-là. Donc c'est vrai que c'est difficile d'aller les chercher au début, en plus, pour se faire connaître et tout ça. Mais step by step, comme tu as dit, en fait, il faut vraiment y aller petit pas par petit pas. Moi, ça fait 4 ans. Je sais que je me dis à 40, 45 ans, à un moment donné, ça va un petit peu bouger. J'en aurai écrit s'il faut 7 ou 8. Et on verra bien ce qui se passera. Moi, ce que je retiens, c'est vraiment les échanges que j'ai qui sont assez construits et qui sont super intéressants. Et ça donne beaucoup d'énergie quand on fait des salons, quand on rencontre des gens enfin, des auteurs ou même pas auteurs, en fait, des lecteurs qui sont sur les réseaux sociaux. Ça nous donne vraiment, en fait, énormément d'énergie pour continuer. Donc, il faut Ouais. vraiment, en fait, aller vers ça. Moi, je trouve qu'en fait, tu m'as donné une idée. C'est ça serait bien qu'en fait, un jour, des auteurs, autrices auto-édités qui créent eux-mêmes une librairie. Tu sais, ça serait C'est bien en fait génial. que chaque auteur Ouais, auto-édité qui crée des petites librairies, même, enfin, pas, c'est pas des choses immenses, hein, mais oui, justement pour mettre en valeur, pour mettre en lumière
toutes ces personnes qui s'auto-éditent en fait et que les librairies refusent. Ça. Il y en a qui font il y a des bibliothèques qui font des appels à des livres auto-édités pour avoir une étagère juste que d'auto-édité. Je trouve ça Ça existe. Il y en a qui c'est le top. font. Je trouve D'accord. ça super. Ouais, c'est vraiment génial. Après, en librairie, il faudrait que ça se fasse de plus en plus souvent. Mais on avance quand même et plus c'est un peu plus démocratisé quand même l'auto-édition. Avant, il y a une dizaine d'années, on disait ouais, c'est les rejetés des ME. Oui, Et alors que là, aujourd'hui, quand même, voilà, c'est ça. Mais aujourd'hui, on arrive quand même à se dire oui, il y a quand même de la qualité dans les auto-édités. On arrive, mais ça prend des années, eh oui, malheureusement. c'est ça. Donc, Oui, de on toute verra façon, bien. je pense qu'on peut pas tout avoir d'un coup. Même si Mmh. demain, admettons, on va prendre ton exemple parce que c'est toi qui es en interview aujourd'hui, demain, tu as un succès que je te souhaite énorme. Enfin, les gens vont dire oui, non, mais elle a eu de la chance. Ben non, en fait, non, non, non. Enfin, ça s'est Mmh. construit petit à petit. Ah, Les ça gens s'est ne te construit, tout connaissaient à pas, fait. donc ils vont penser que tu es sorti de nulle part. Mais en fait, non, ça fait des années que tu travailles dans l'ombre et que tu Mmh. continues et que tu es passionné par ce que tu fais. Et tu Oui, enchaînes un travail salarié, plus ta passion, plus ton organisation, ta vie de famille, ton enfant, ton conjoint. Donc je pense qu'aussi, bah, chaque chose en son temps et surtout, la chance, je sais pas, dire que je crois pas à la chance, je dirais que non, mais je crois aussi beaucoup au travail acharné et à la passion. j'y crois aussi, c'est clair. Il faut se donner les moyens et puis il faut rester optimiste, en fait, sur l'avenir. Voilà. Je suis assez optimiste comme fille, peut-être que c'est ça aussi qui a fait que, du coup, j'ai pu persévérer. Mais après, j'ai quand même le soutien quand même de pas mal de personnes, donc ça fait du bien aussi. Ça nous aide aussi beaucoup à avancer. Mais je pense qu'il faut essayer de voir l'avenir dans notre passion, du moins en fait, essayer d'entrevoir en fait comme quoi ça peut évoluer tout simplement. Mm. Voilà, étape par étape, pas forcément. Voilà, il y en a qui veulent du succès ou au bout de 2 ou 3 ans, et que s'ils en ont pas, en fait, ils vont se laisser aller. Alors que pas du tout, c'est à partir de là, en fait, qu'il faut s'acharner à avancer. Mais si c'est une passion, normalement, en fait, ça roule tout seul. Ça avance tout seul. Je te rejoins tout à fait sur Il nous reste plus beaucoup de temps, mais je voulais quand même conclure sur ça parce que je trouve que c'est important ce que tu viens de dire sur le fait que il y a des personnes au bout de 2, 3 ans, elles arrêtent, elles abandonnent. Mais à des moments, parce que toi, tu as quand même un travail salarié à côté, donc d'un côté, c'est une grosse charge mentale en plus que tu as sur les épaules, mais d'un autre côté, il y a des personnes qui sont à la maison, qui pensent, qui écrivent pendant 2, 3 ans, mais qui travaillent pas, qui s'occupent peut-être de leur enfant, tu sais, qui sont maman au foyer ou peut-être papa au foyer. Et du coup, bah, au bout d'un moment, quand tu n'as rien pour t'extérioriser aussi l'esprit, Oui, oui, oui. c'est Oui, super compliqué. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, à des moments, tu peux aussi te dire, bon, j'abandonne, je mérite pas. Et là, finalement, bah, c'est pas bien. Mais en fait, tu rentres dans un cercle encore plus vicieux et dangereux mentalement parce que tu as l'impression d'être... on parlait du syndrome de l'imposteur, bah là, c'est encore pire que le syndrome de l'imposteur. ça, exactement, ouais, 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 tout à fait. En fait, les premières années, même les premiers mois d'écriture ou les premières années d'écriture, même si allez, on a publié, qu'on fait de la communication, mais ça fonctionne pas. En fait, alors oui, il faut revoir sa stratégie, ok, mais il faut quand même continuer en gros, de faire sa passion jusqu'au bout, parce que 3 années, c'est déjà 3 années de gagner. En fait, c'est les 3 années qu'on a déjà gagnées. Elles sont là. On a fait quelque chose. Il y a un truc qui a été fait, ça a été productif. En fait, il faut continuer à être productif en fait avec les années d'après, parce que ça se perd pas en fait. Tout se gagne ces années-là qu'on fait à travailler en fait sur notre passion et sur nos projets. Donc en fait, il faut avancer comme ça et se dire c'est un jour de plus, c'est un jour de plus. Après c'est un mois c'est bien. Après c'est un an j'ai quand même fait pas mal de choses. Et c'est de là en fait qu'on arrive à avancer et à se projeter. Voilà. Eh ben écoute, merci infiniment pour tout ça, pour ce partage. Merci d'avoir été sur le Merci à toi. podcast Le Fauteuil Rose. Tous les liens seront en description. Vous pourrez retrouver Julie sur Instagram ainsi que tous ses livres. Julie, je te souhaite une belle journée et je te dis à bientôt. Merci à toi. À bientôt.